Il y a un an, le téléphone a sonné. Une nouvelle liste est apparue avec de nouveaux noms. Une liste en provenance des limbes, du purgatoire. Le nom change selon les religions et les régions du monde, mais ces noms désignent le même endroit. Sur cette liste, des inconnus, mais parfois aussi des gens que je connais. À côté de leur nom, il est possible qu'il soit écrit comment ils doivent mourir. Par exemple, pour un certain Jonas Davis, entre parenthèses était écrit bus, écrasé, jour et New York. Comprenez qu'il devait se faire écraser par un bus en plein jour à New York. Et il arrive que rien ne soit écrit à côté des noms. Dans ce cas, ça signifie que j'ai carte blanche sur le lieu, la manière et le reste pour ôter la vie. En toute honnêteté, je me contente d'attendre une occasion qui se présente et qui me paraisse acceptable, mais surtout qui soit impossible de remettre en cause. C'est ce qui s'est passé il y a un an, quand j'ai reçu une liste. Parmi les noms qui défilaient, les âges des futurs défunts étaient plus ou moins élevés généralement, sauf un qui m'avait sauté aux yeux. 14 ans. Un garçon de 14 ans devait mourir. Il n'y avait rien d'indiqué à côté de son nom. Une bonne partie de la journée, je m'occupais de tous ces gens. Je rayais des noms sur cette liste. Car vous l'aurez compris, je suis la mort, la grande faucheuse, ou je ne sais quels autres noms vous me donnez. Je fais la même chose chaque jour, je nettoie, pour que l'humanité garde un certain équilibre. Pour cette jeune âme, je me demandais encore comment j'allais m'y prendre, afin que ça paraisse naturel, ou à défaut accidentel. J'ai alors observé, et il m'est apparu qu'il ne se trouvait pas sur le bon chemin. Mauvaise fréquentation, alcool, drogue. Je devais me servir de ces vices contre lui. Quelques heures plus tard, un journal régional a relaté l'incident. Un ado de 14 ans s'est tué au volant d'une voiture. Il s'est enroulé autour d'un arbre et ne portait pas sa ceinture de sécurité. Il avait pas mal bu, et de la drogue a été retrouvée à l'arrière du véhicule, ainsi que des bouteilles d'alcool. Il roulait vite, trop vite, en voulant échapper à ses poursuivants. Finalement, c'était facile. Je vous entends d'ici même, si ce n'est pas dans le même monde. Pourquoi lui? Pourquoi si jeune? Pourquoi est-ce si injuste? Parce que la vie est injuste, c'est comme ça. Il vous faut apprendre à vivre avec. J'œuvre en collaboration avec la vie, avec un V majuscule. Elle aussi a des listes à respecter, faire naître ceux qui doivent naître. C'est ça son boulot. Nettement moins ingrat que le mien, il semblerait. D'ailleurs, ne me demandez pas s'il y a quelque chose après moi. Je préfère vous laisser la surprise de le découvrir vous-même. Si vous me demandez si la mort peut faire preuve d'humanité et si elle a un cœur, tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne ressens rien, aucune émotion. C'est vide à l'intérieur. La mort n'est pas humaine. Je ne suis pas humaine. Je n'ai ni cœur, ni sentiment, ni corps. J'existe à peine. Je ne suis qu'une ombre que personne ne perçoit. Je peux me promener au milieu de la foule, personne ne me verra. D'autres listes sont apparues, mais je pensais un peu à la jeune âme que j'avais arrachée de son corps. Je voulais savoir de quelle manière le trépas se confrontait à la vie. Lors des funérailles, j'ai vu défiler des visages devant le cercueil blanc, des gens sincèrement tristes, et d'autres avec un masque faussement affligé. L'espace d'un instant, j'ai presque imaginé leur nom sur une liste. Pas parce que j'étais en colère, la mort ne ressent pas d'émotion, mais parce que je déteste les faux-semblants. Gardez à l'esprit que je ne mens pas, je dis toujours la vérité, et je finis toujours par vous rattraper, où que vous vous cachiez et quoi que vous ayez fait. Parmi ces visages, une poignée sont apparus sur mes registres. Certains étaient terrifiés en me voyant, d'autres me défiaient. Notez que personne ne s'amuse à défier la mort. Je le fais amèrement regretter. Pour cela, j'avais fait en sorte que notre rencontre soit inoubliable. Ils étaient blessés mortellement, et moi j'étais assis face à eux avec ma faux à la main, le sourire aux lèvres. Ils m'ont fixé,
les yeux exorbités, la peur dégoulinant de partout. Ils se vidaient de leur sang, sentant leur fin proche. Les personnes qui agonisent perçoivent ma présence et les plus chanceux voient à quoi je ressemble. Malgré une mort imminente, ils gardaient espoir que je fasse preuve de pitié. Je vous rassure, je me suis contentée de les regarder mourir. Enfin, plus exactement, je les ai regardés agoniser jusqu'à ce que leur âme soit sur le point de se consumer. Quelque temps plus tard, comme je m'ennuyais, je m'étais dit qu'une petite balade dans le monde des humains me ferait passer le temps. Ça me donnerait l'occasion de vous surveiller d'un peu plus près. Je me suis aventurée dans les cimetières pour ouvrir des cercueils au hasard, jusqu'à ce que je tombe sur des têtes que je connaissais, des gens que j'avais déjà vus. Puis ça m'est revenu. L'âme de 14 ans que j'ai fauchée, je suis tombée sur sa famille et sur sa tombe. Ainsi nous y sommes, le premier anniversaire. Je me suis dégoté une place de choix, et je les ai observés, les hypocrites, venus s'acheter une conscience. Les petites fourmis qui défilaient devant la tombe. Au bout d'une heure, comme il ne se passait plus rien, je me suis infiltré dans la tombe. J'ai vu le cercueil blanc, luisant et scellé. Et je me suis glissé à l'intérieur. Oui, il m'arrive de faire ça, ne soyez pas choqués. La première chose qui m'a frappée en pénétrant dans la dernière demeure du gamin, c'était l'odeur. Une forte odeur de pourriture, de putréfaction. Il ne faut pas être douillet pour supporter ça. J'en arrive au moment le plus passionnant de mon histoire. Je souhaitais partager avec vous les fascinantes étapes de la dégradation d'un corps après sa mort. Tout d'abord, lorsque le cœur s'arrête, le sang n'est plus pompé, il ne circule pas. Les cellules ne sont plus irriguées ni oxygénées. Elles ne fonctionnent plus correctement, les organes défaillent et les tissus dégénèrent. Dans les premières heures suivant la mort, on va parler de lividité et de rigidité cadavérique. Comme le sang ne circule plus, sous l'effet de la pesanteur, il s'accumule dans les parties basses du corps. De ce fait, des taches violacées apparaissent là où le sang s'est accumulé. On parle de lividité cadavérique. Sans régulation, le calcium est libéré dans les muscles. Il se contracte et le corps se rigidifie. C'est la rigidité cadavérique. À ce propos, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Un jour, il y a de cela longtemps, je suivais avec intérêt le travail des pompes funèbres. Quel charmant métier, n'est-il pas? Ils étaient allés chercher le corps d'un homme mort depuis un moment chez lui, mais quand ils sont arrivés, ils ont constaté que l'homme était mort en position assise. Évidemment, il était raide, au sens strict du terme. Alors pour le faire entrer dans le cercueil, les hommes en noir ont dû lui casser les membres et les ranger délicatement dans la boîte. J'entends encore dans mes oreilles le bruit des os qui se brisent. Quelle douce mélodie. Bref, revenons-en à notre histoire. L'étape suivante est qu'il faut attendre que le calcium se dissipe pour que le corps se décontracte. Sans eau, l'organisme se déshydrate, ce qui entraîne plusieurs effets comme le dessèchement des doigts et des orteils, la peau se rétracte et les globes oculaires s'affaissent. Dans les premières semaines après la mort, le corps passe de la putréfaction à la liquéfaction. Le premier signe de putréfaction est une tache verte qui apparaît sur l'abdomen 24 à 48 heures après la mort. Ça correspond à la migration des pigments des matières fécales qui ont traversé les parois pour apparaître en surface. Les bactéries présentes dans le corps, notamment dans les intestins, se multiplient. Elles attaquent le système digestif et ensuite tous les autres organes. Ces bactéries produisent des gaz comme l'azote, le dioxyde de carbone ou encore l'ammoniac. Elles vont entraîner le gonflement de l'abdomen et libérer une forte odeur. Du liquide de putréfaction sort par tous les orifices. Sans oxygène, les tissus se nécrosent, ils pourrissent, devenant bruns puis noirs. Les graisses deviennent liquides. La peau finit par suinter de liquide rouge et noir. Des bulles remplies de pourriture et de graisse liquéfiée apparaissent sur la peau.
C'est ainsi que finissent les organes, les tissus, les graisses, les muscles, tout ce qui constitue un corps vivant, quand ça n'a pas été dévoré par les asticots. En dernière étape vient le squelette. À la fin du processus de liquéfaction, il ne reste que les os, les cartilages et les ligaments. Ceux-ci s'assèchent et rétrécissent en tirant sur le squelette, et celui-ci n'étant plus maintenu, se disloque à son tour et finit par se désintégrer. Vous comprenez mieux maintenant l'expression tu es né poussière, tu retourneras poussière. Bien, je ne veux pas paraître malpoli, mais je dois vous abandonner. Une nouvelle liste de noms vient d'arriver et le travail m'attend. J'espère juste que vous ne serez pas dessus. À très vite pour de nouvelles macabres confessions.